Bienvenue dans ce cours sur prendre la parole en public. Voilà un sujet qui touche un peu tout le monde sans doute, parce que c'est toujours des questions qu'on se pose. Même si on est plus ou moins à l'aise, on a sans doute des choses à améliorer ou à perfectionner. Et puis évidemment, si on a de la difficulté, si on manque d'aisance dans un monde aujourd'hui où on nous demande de plus en plus d'agir, d'interagir, de parler devant un public, et bien forcément, c'est des questions qu'on se pose. Et il y a tout un ensemble de petites choses qu'on peut faire, qu'on peut poser, qu'on peut mettre en place pour pouvoir améliorer votre prise de parole en public. Et c'est donc ce dont on va parler présentement ensemble. Donc, qu'est-ce que j'entends par prendre la parole en public? Je parle bien du fait de communiquer devant plusieurs personnes. Simple de même. Donc, que ce soit 2 personnes ou 1 million de personnes, ça s'appelle prendre la parole devant un public. Évidemment, les enjeux ne sont pas les mêmes. On est bien d'accord. Et c'est pareil que vous soyez en présentiel, avec les gens dans la salle en face de vous, ou que vous soyez en distanciel, c'est-à-dire derrière un écran, avec des personnes, petits groupes, moyens groupes ou très grands groupes qui vous écoutent. On est dans des prises de parole en public. Alors, quels sont les moments de la prise de parole en public? Parce qu'au fond, il y a plein de moments dans la vie où on peut être amené à prendre la parole en public. Et je dirais qu'en fait, il y a 2 grands types de moments. Les moments qui nous sont imposés, c'est-à-dire qu'au fond, on n'a pas trop le choix. Par exemple, des évaluations de groupe, des entretiens de recrutement, des cérémonies sur des remises de prix, des anniversaires, des mariages, des décès. Donc vous voyez qu'il y a des événements comme ça qui sont inhérents à la vie de tout un chacun, dans lequel on va se retrouver dans des situations où on est amené à devoir prendre la parole devant un public, à s'exprimer devant un public, et qui peut nous mettre effectivement dans des situations compliquées et délicates. En tout cas, c'est des situations auxquelles on ne peut pas nécessairement échapper. C'est pour ça que c'est toujours intéressant d'apprendre à être plus à l'aise dans la prise de parole en public, si on a de la difficulté avec ça, parce que de toute manière, il y a des moments inhérents dans la vie à ça. Et puis, il y a des moments de choix, des moments qu'on peut choisir. Je peux choisir d'animer un atelier, une formation ou une conférence. Je peux choisir ou pas d'intervenir dans des réunions d'équipe, dans des formations, même en tant qu'élève. Poser des questions, prendre la parole, c'est aussi prendre la parole en public. Il y a des gens pour qui c'est extrêmement compliqué. Agir sur les réseaux sociaux, c'est aussi indirectement, si vous faites des lives et des choses comme ça, ça peut être des prises de parole en public. Donc évidemment, ces moments de choix, on va dire, sont des moments que vous pouvez refuser de faire, si ce n'est pas dans vos obligations contractuelles au niveau professionnel, ou si ce n'est pas des enjeux personnels. Mais ceci dit, c'est un peu compliqué si vous n'intervenez jamais dans les réunions, ou si quand vous avez des questions à poser dans les formations, vous n'allez pas les poser parce que vous êtes gêné, vous pouvez être en manque de compétences ou en manque de faire passer vos idées, etc. Donc, je vous invite à prendre votre PDF de cours, puis à vous poser la question, tout simplement. Est-ce que vous êtes à l'aise ou pas dans la prise de parole en public? Est-ce que c'est facile ou pas pour vous? Est-ce que vous cherchez à éviter des situations de prise de parole en public ou finalement vous les recherchez plutôt? Moi, je suis quelqu'un qui globalement est assez à l'aise dans la prise de parole en public. Ça ne veut pas dire que je suis à l'aise dans toutes les situations. Mais il est vrai que animer une formation, animer une conférence, c'est assez facile pour moi. La taille des groupes. Ça aussi, c'est un autre enjeu dans la prise de parole en public, parce que la réalité, c'est que souvent, on n'est pas nécessairement, on ne va pas nécessairement vivre la même chose, que ce soit un petit groupe, un moyen groupe, un grand groupe, etc., etc. Donc au fond, comme je vous l'ai dit, prendre la parole en public, c'est au moins devant 2 personnes, comme 1 million. Vous voyez bien que la marge de manœuvre entre les deux est immense et vaste. Donc au fond, la taille du groupe va en général influencer notre niveau d'aisance. Dans un sens comme dans l'autre. Il y a des gens qui vont être très à l'aise dans des petits groupes,
Parce qu'ils vont dire: «Bah, c'est petit, c'est confortable, c'est agréable et cetera, donc du coup, effectivement, je me sens plus à l'aise et plus confortable». Il y a des gens qui vont vous dire: «Ah non, moi je suis bien plus à l'aise dans un très, très grand groupe. Personne ne me connaît, c'est indifférent, je repère personne, du coup, j'ai l'impression d'être face à une foule et cetera. Je vois pas les gens et cetera. Pour moi, c'est beaucoup plus simple». Donc il y a pas de règle, je vous dis. Il y a juste comment on fonctionne. Moi, petit groupe, moyen groupe, grand groupe, tout me va. Je fais pas de différence, en fait. Je dirais peut-être que les plus petits groupes, parfois, peuvent avoir plus d'enjeux pour moi. Mais globalement, j'arrive à être très à l'aise dans toutes les situations. Donc maintenant, je vais vous inviter, vous, dans votre PDF de cours, à noter. Observez, en fait, comment vous vous sentez à l'aise. Petit groupe, moyen groupe, grand groupe, foule. Puis je vais vous inviter à estimer la taille de ces groupes. Un petit groupe, pour vous, c'est quoi? Allez pas chercher sur Internet pour vous demander qu'est-ce que ça veut dire un petit groupe. Est-ce qu'un petit groupe, c'est 2, 5, 10? Je m'en fous. Je vous demande une réponse subjective. Pour vous, c'est quoi un petit groupe? C'est quoi un moyen groupe? C'est quoi un grand groupe? C'est quoi une foule? Et quel est votre niveau d'aisance à travers ça? Comment vous vous sentez? À l'aise, pas à l'aise, moyen, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie? Ensuite, il y a le présentiel et le distanciel. Parce que ça aussi, on peut avoir des perceptions différentes. Il y a des gens qui vont être parfois très très à l'aise de faire un live devant des milliers de personnes, mais si on met les milliers de personnes dans la salle, ils sont plus impressionnés. Pourtant, il y a le même nombre de personnes. Ou l'inverse. Il y a des gens, ils vont trouver ça plus difficile de faire un live parce que tout d'un coup, ils sont derrière une caméra, machin, etc. Ils vont trouver ça plus compliqué, alors que les gens ne sont pas là pour de vrai, mais ils sont tous derrière leur écran. Donc, encore une fois, vous voyez, ça n'a rien à voir avec qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est difficile. Il y a juste à voir avec comment vous le percevez, quoi. Donc, de la même manière, je vous invite effectivement à noter, est-ce que vous êtes plus à l'aise en présentiel ou en distanciel? Dans des petits groupes, des moyens groupes? Vous avez déjà votre idée de c'est quoi un petit groupe, un moyen groupe, un grand groupe, une foule. Donc, c'est comment votre aisance en présentiel et en distanciel? C'est pareil, c'est différent? Ça peut être pareil, hein. Observez ça. Maintenant, on va aller voir un peu du côté des peurs et des freins. Parce que dans la prise de parole en public, on a compris, il y a des moments qui font qu'on est à l'aise ou pas à l'aise, il y a des tailles de groupe qui font qu'on est à l'aise ou pas à l'aise, il y a le présentiel et le distanciel. Et tout ça sous-tend en fait que notre niveau d'aisance ou pas, il est lié en général à nos peurs et à nos freins. Donc, finalement, qu'est-ce qui bloque nos difficultés, nos passages à l'action pour la prise de parole en public? Un des premiers trucs, c'est le stress. Le stress, c'est souvent un des éléments qui apparaît lors de la prise de parole en public, tout simplement parce que, effectivement, en général, quand on doit parler devant plusieurs personnes, il y a un peu d'enjeu, quoi. On a envie de bien faire, on a envie de réussir, on a envie de donner le meilleur de soi, faire passer le bon message, obtenir un poste, une récompense, autre chose, peu importe. Donc, effectivement, il y a de l'enjeu, donc il y a du stress. Et forcément, il faut veiller à ne pas devenir paralysé avec son stress, de manière à ne pas être dans l'empêchement d'agir et de communiquer. Donc, d'ailleurs, sur le stress, il y a une formation dédiée à ça, si c'est vraiment quelque chose qui vous porte fort, quoi. Mais là, je vous invite effectivement rapidement à évaluer. Si vous voyez que vous avez du mal ou si vous pensez que c'est quelque chose qui vous concerne, allez faire la formation. Mais quel est votre rapport au stress? Est-ce que vous vous laissez facilement envahir ou pas? C'est quoi les bonnes pratiques pour éviter de vous laisser envahir par le stress? Moi, quand je dois prendre la parole en public, il y a toujours un peu de stress. Il y a de l'enjeu, quoi. J'ai le goût de bien faire, etc. Donc, forcément, il y a un peu de stress. Pour éviter que le stress embarque et que je me mette à être paralysée, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà essayer de focuser sur des choses positives. Je vais essayer de concentrer mon attention sur d'autres choses que l'enjeu immédiat. Je me suis déjà préparée au préalable, donc j'ai pas besoin de répéter, tourner en rond sur ce que je vais faire, quoi. J'essaie plutôt un peu de me détendre, de penser à autre chose, d'occuper mon esprit pour éviter que mon esprit embarque dans des pensées imaginaires et souvent un peu négatives, les trucs horribles qui pourraient arriver, quoi. L'éducation, la société, la génétique même.
Alors ça, c'est un autre point intéressant, c'est que l'éducation et la société, elles favorisent pas nécessairement la prise de parole en public. On n'est pas tant éduqué à ça. On le pratique un peu quand on est à l'école, mais souvent c'est rarement quelque chose d'agréable. Donc c'est pas quelque chose qui est très bénéfique. C'est parfois, souvent même, quand on va au tableau, source d'humiliation ou de moquerie de la part de nos camarades. Même si c'est un peu en train d'évoluer, puisque en tout cas en France, aujourd'hui au bac, on a ce fameux grand oral qui nous invite à nous exprimer à l'oral, à prendre la parole devant un public. Mais comme la société souvent nous demande d'être discret, d'être réservé, de pas nécessairement nous mettre en avant, quand tout d'un coup on est face à un groupe, on est davantage dans cette position. Donc c'est pas quelque chose qu'on nous apprend tellement. Et quant à la génétique, ça peut paraître un peu surprenant, mais effectivement, figurez-vous qu'il y a des études qui ont été faites sur les gens qui ont de la difficulté à prendre la parole en public. Je vous le dis, c'est quelque chose qui est communément réparti. Et en fait, on a découvert que effectivement, les gens qui ont des vraies peurs, qui peuvent aller jusqu'à des peurs paniques, jusqu'à des niveaux de stress et d'inquiétude très forts, ça a donc d'ailleurs un nom, ça s'appelle la glossophobie. C'est vraiment cette peur panique de prendre la parole en public. Et bien en général, c'est présent dans les lignées. À 80%. Les gens qui ont ces peurs phobiques, en général, si on regarde les lignées familiales, c'est la même chose. Donc tout cela semble indiquer qu'il y a bien également un facteur génétique à ça. Souvent des personnes qui sont reconnues comme étant extrêmement timides en général. Donc vous, où est-ce que vous en êtes par rapport à tout ça? Est-ce que vous avez pu vivre des traumatismes dans votre passé en lien avec la prise de parole en public qui fait qu'effectivement c'est plus compliqué? Est-ce que vous observez chez vous un comportement timide, anxieux, ou dans votre famille? Si vous pensez être vraiment dans la panique et dans les crises dont je parle, dans la glossophobie, je vous invite plutôt à aller consulter, à aller faire une thérapie sur le sujet. Je ne suis pas certaine que ce que j'explique ici sera nécessairement suffisant. L'anxiété. L'anxiété, c'est une des réactions du stress quand le stress a augmenté. D'accord? Donc c'est un phénomène qui est amplifié par l'ampleur. Et en général, au fond, c'est que dès qu'on sait qu'on va prendre la parole en public, les gens qui sont un peu stressés, ils commencent à embarquer, quoi. Oh là là, comment ça va se passer, tout ça, puis ça va grandir, etc. Et c'est ça, effectivement, qui peut amener parfois des stratégies d'évitement ou des fortes anxiétés qui vont amener de l'embarras, des balbutiements, parfois une augmentation du rythme cardiaque, des tremblements, ça peut même aller jusqu'à de la sudation, ou voire carrément de la crise de panique, quoi. Là, on est vraiment dans l'angoisse, en fait. Donc effectivement, on va retrouver aussi à l'intérieur de ça tout ce qui est les signes de l'anxiété sociale, la peur de rougir, la peur de se sentir inadéquat, la peur de montrer ses émotions, etc., etc. Donc forcément, je vais vous donner quelques pistes qui peuvent aider effectivement face à la prise de conscience de l'ensemble de ces peurs. Encore une fois, s'il y a des choses plus importantes que vous voyez que vous n'arrivez pas à dépasser, il y a plein de thérapies qui peuvent vous aider. Je vous invite à aller voir les différentes approches thérapeutiques là-dessus sur la plateforme. Comment prendre la parole en public? Première chose que moi je conseille en général, qui est un truc qui peut bien marcher, c'est annoncer vos peurs, dénoncez-vous en fait. Si vous êtes un peu fébrile, anxieux, etc., puis que vous vous dites « Oh là là, mon Dieu, il faut que je prenne la parole en public, oh là là, je commence à m'inquiéter, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, etc. » Puis qu'il y a une forme de nervosité, peut-être de fébrilité, etc. Et bien effectivement, arriver, puis dire d'emblée à son public « Waouh, je trouve ça impressionnant d'être devant tout le monde. Bon, je vois que j'ai le goût de bien faire, ça m'inquiète un peu, etc., etc. » Peu importe comment vous le dites, en général, le soufflet retombe. Parce qu'au fond, souvent, quand on arrive dans des prises de parole en public, puis qu'on vit un peu de peur, d'inquiétude, d'angoisse, on a peur que ça se voit, quoi. On voudrait, c'est comme avoir l'air serein comme d'autres, quoi. Alors qu'on se rappelle que tout le monde est un peu stressé, en fait. Mais en se dénonçant, au fond, on montre le nez au milieu de la figure. Ce qui fait que l'affaire est pliée. S'il y a des gens qui vous disent « t'avais l'air nerveux », ça tombe bien, j'ai l'été, tu vois. Puis c'est correct. Et tout le monde trouve ça très normal. Donc ça, c'est une chose qui a souvent un effet libérateur et qui va faire que derrière, on embarque beaucoup plus facilement dans le sujet. L'autre point, c'est de se préparer.
préparez-vous. C'est une des clés essentielles de la prise de parole en public. Moi, je vous le disais, hein, moi, toutes mes interventions que je vais faire en public, je les prépare, quoi. Puis je les prépare tellement qu'effectivement, il y a plein de gens qui parfois viennent me dire en me disant: «Waouh, t'es super à l'aise et tout. Ça, c'était hyper spontané, c'est incroyable, quoi». Ouais, bah, ça l'était pas en fait, hein. Je préparais. Puis oui, parfois, en préparant bien, bah, on peut avoir l'air, tu sais, comme d'arriver puis de faire son truc spontanément. Mais c'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qu'on prépare? Ben, on prépare son texte, son discours, sa présentation en fait. Qu'est-ce que je veux dire concrètement? Et là, vraiment, c'est aussi simple que de même que je vous invite à faire pause. Puis si vous avez une présentation, une intervention à faire en public, écrivez votre texte. Qu'est-ce que vous voulez dire, quoi? Préparez-le, quoi, tout simplement, quoi. Écrivez mot à mot, ligne à ligne. Préparez votre intervention, hein. Alors j'entends bien que dans certaines situations, quand on est en réunion, etc., on se dit: «Bah ouais, mais là, j'ai pas le temps de préparer». Bah, d'abord, ça dépend. Si vous avez, vous, une intervention à faire dans la réunion, vous pouvez la préparer. Si effectivement, c'est lever la main pour poser une question, etc., bah, écrivez-la votre question au besoin. Prenez un moment en disant: «Bah tiens, j'aimerais poser cette question», vous l'écrivez, vous la formalisez, etc. Vous trouvez votre moment, puis hop, vous levez la main, puis vous vous lancez, quoi. Il y a toujours un moyen, tu sais, de se donner un petit temps, quoi, pour bien préciser le message, la question, de manière à vous éviter de balbutier, de répéter, etc., etc. Même si ça fait aussi partie de la vie, il n'y a pas péri dans la demeure, quoi. Une fois qu'on a son texte, puis qu'on sait ce qu'on va dire finalement, il y a le mental qu'il faut préparer. Ça, c'est un point important, effectivement, qu'on parfois, les gens oublient. Et en fait, la plupart des grands intervenants, en général, ils préparent mentalement, en fait, tout simplement, bah, parfois en suivant des cours sur la gestion du stress, sur la confiance en soi, sur sortir de la comparaison, sortir des jugements, adapter sa communication aux enjeux, persévérer, etc., etc. Donc il y a plein de petites choses qu'on peut préparer pour développer un bon mental, avoir une attitude plus positive, plus en confiance, plus constructive, éviter les jugements, éviter la comparaison, tous ces éléments à travers des formations sur les soft skills, sur d'autres, à travers un coaching, à travers une thérapie. Ça permet de développer un bon mental et effectivement de rester plus focus quand on va arriver sur le lieu de la présentation et de l'intervention. On peut également pratiquer de la méditation, pratiquer de la cohérence cardiaque. On peut vraiment faire plein de petites choses pour se sentir plus serein. Moi, je vous le disais, je peux avoir tendance à appeler des amis pour focuser sur d'autres sujets, par exemple. Donc, je vous invite ici à noter les moyens que vous comptez mettre en œuvre pour vous préparer mentalement. Si vous avez une intervention à faire, comment vous faites, quoi? Préparez votre corps. Alors, ça paraît peut-être un peu bébête, mais au fond, si vous avez une intervention à faire, c'est mieux de prendre soin de vous avant, quoi. Parce que le corps, c'est le lieu du stress. Le stress, c'est une production de cortisol. Donc forcément, pour mieux gérer, si vous êtes en bonne condition physique, parce que vous pratiquez du sport, parce que vous mangez, parce que vous êtes détendu, parce que vous êtes reposé, ça va éviter bien des choses. Si vous êtes dans un marathon et que vous êtes épuisé, forcément, ça va être bien plus compliqué. Donc je vous invite vraiment, avant les interventions que vous avez à faire, avant des réunions importantes, avant des ateliers ou peu importe, pensez à bien dormir et à vous reposer pour arriver en forme. Veillez à votre alimentation et surtout avant votre intervention, afin de ne pas vous sentir lourd ou malade. Je vais vous raconter une petite anecdote sur le sujet. Moi, un jour, j'étais formatrice sur un séminaire. Puis un midi, j'ai eu la bonne idée d'aller manger des huîtres. Apparemment, il y en a une qui n'était pas bonne. J'ai cru que j'allais vomir devant les gens, quoi. J'ai juste eu le temps de dire, écoutez, je me sens pas bien, je crois qu'il faut que je m'absente. J'étais malade, je me suis dit, mais tu sais quoi, Marie, à ne plus jamais faire, quoi. Maintenant, quand j'ai des interventions, des choses comme ça, croyez-moi, j'évite tout produit qui pourrait être un petit peu difficile à digérer ou à risque potentiellement. Pratiquer une activité physique pour avoir une bonne tonicité, pour avoir une bonne énergie, ça aussi c'est important, quoi. Donc maintenant, notez
C'est quoi les activités, les actions que vous comptez mettre en place pour vous occuper de votre corps, pour veiller effectivement, quand vous avez des interventions à faire, à être dans la meilleure condition physique possible? Parce que ça aussi, c'est extrêmement aidant. Combien de gens vous disent: «Ah ben j'étais tellement stressée, angoissée, de toute façon j'ai pas dormi de la veille. Ah ben du coup ça s'est pas très bien passé». Bah normal en fait. Si vous n'avez pas dormi, ça va être d'autant plus difficile de faire l'intervention. Donc il faut trouver des chemins, quoi. Donc qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour être en bonne condition physique? Et puis mon dernier conseil, c'est répéter. Et répéter. Et répéter. Une bonne intervention en public, c'est j'ai un mental d'acier parce que je sais, je me dis que ça va bien se passer, parce que j'ai confiance en moi, parce que j'évite de me comparer, etc. C'est avoir effectivement un corps en bonne santé pour être en bonne condition physique le jour de l'intervention. C'est également effectivement avoir bien préparé son texte. Et préparer son texte, c'est l'avoir écrit, comme je vous le dis, mais c'est l'avoir répété. Répéter, répéter, répéter tellement que vous le connaissez par cœur. Et quand vous le connaissez par cœur, il va falloir le répéter, répéter, répéter tellement pour qu'à chaque fois que vous le dites, on ait l'impression que vous le dites pour la première fois. Parce que quand on connaît par cœur, on a tendance à réciter. Et du coup, on n'a pas d'impact en fait. Si vous le connaissez par cœur et que vous l'avez suffisamment répété, de manière à ce que vous n'ayez jamais besoin de chercher votre idée, ben là, vous allez être capable de le dire comme c'était la première fois. Parce qu'oubliez jamais une chose, la personne en face de vous qui vous écoute, elle, ça va être sa première fois. Donc si vous dites « Ah oui, alors vous comprenez, blablabla, blablabla, blablabla », vous allez être soporifique. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'avais pris un cours de discours à la fac. On nous apprenait à nous exprimer comme ça en public, etc. Et j'avais pris ça parce que je trouvais ça fort intéressant. Et on avait posé un jour cette question au formateur en lui disant « Mais c'est quoi la bonne durée d'un discours pour que ce soit pas ennuyant? Est-ce que c'est 2, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes ?» Et il nous avait dit « Oh, il n'y a aucun rapport, il n'y a aucune règle. Ça dépend de l'orateur. Il y a des orateurs incroyables qui peuvent vous tenir en haleine pendant 20 minutes et il y a des gens épouvantables, au bout de 2 minutes, vous êtes déjà en train de dormir, même si la communication a duré 3. Plus votre discours est bien préparé, plus votre texte est pertinent, plus vous l'aurez bien exprimé, plus ça va être simple. Et pourquoi on répète? Pour connaître par cœur, je vous l'ai dit, et ensuite pour pouvoir le dire comme c'était la première fois. Mais c'est aussi à ce moment-là que vous allez pouvoir travailler votre intonation, votre expression. Moi, c'est pour ça que je conseille très très souvent aux gens, quand ils ont besoin, de répéter devant une glace. Et chronométrez-vous aussi. Si vous avez une intervention limitée en temps, chronométrez-vous pour savoir combien de temps ça dure, pour veiller à ne pas être trop long, surtout si vous êtes réglementé dans le temps, quoi. Parce qu'on va devoir vous couper sinon. Donc c'est ça tout l'intérêt de la répétition. Voilà tous les éléments que je pouvais vous confier sur la prise de parole en public. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis au plaisir sur Bigger.